Bonjour à YouTube, c'est Daimon, comment ça va les sérivores? Aujourd'hui on va parler de The Last of Us épisode 2, on reprend le rythme des reviews, mais j'avais un petit propos liminaire, j'ai été surpris que mes trolls évidents et assumés et de très mauvaise foi du premier épisode soient utilisés comme premier degré par certains critiques. Je pense notamment à Padawan HD, que par ailleurs j'aime bien en tant que personnage, même si je suis à peu près jamais d'accord avec lui, et aussi par nombre de commentateurs. Alors j'avais choisi de refaire le coup de « Ah, c'est trop woke » sur cette série, justement parce qu'elle était pas spécialement woke, donc c'était pour faire un truc volontairement débile, mais c'est déjà trop hein, cette série pour certains spectateurs radicalisés. J'ai même eu un commentaire qui disait « Marre du wokisme, mais les trolls du début étaient affreux !» Toujours content de vous faire chialer, by the way. Néanmoins, attention, le wokisme battait de l'aile, mais cette série va faire du tort, car elle est bien foutue et son début est acclamé. C'est la Lamborghini, le caviar du woke. Les mecs sont littéralement en train de se plaindre que ce soit une bonne série. Dans quelle timeline on est, les copains? On parle pourtant d'un héros blanc hétéro qui bute des zombies avec virilité pour défendre une jeune adolescente, mais le simple fait qu'on aperçoive 5 minutes un personnage métis ou que Pedro Pascal soit d'origine chilienne les a fait hurler. J'imagine que chilien c'est déjà pas assez blanc pour ces gens-là. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtez de tous répéter comme des robots, mal intentionnés ou pas, de tous répéter que Pedro Pascal est portoricain. C'est à 6000 km de sa ville d'origine, hein, vu qu'il vient de Santiago du Chili. C'est comme si, je sais pas, on disait un habitant d'Alger qu'il est congolais ou un résident d'Islamabad qu'il est norvégien. Ça n'aurait pas de sens, convenez-en. Bizarrement, hein, que personne ne s'est insurgé que l'actrice interprétant Tess, Anna Torv, soit blonde, alors que, comme vous le voyez à l'écran, le modèle d'origine, le modèle du jeu est brune et qu'elle lui ressemble pas nécessairement beaucoup, mais non, là ça va, elle est blanche, d'origine australienne, c'est bon, ça passe. Enfin, je pouvais pas ne pas parler des critiques sur le physique de Bella Ramsey qui serait, je cite, trop moche pour jouer Ellie. Ça, je l'ai retrouvé un petit peu partout, avec des remarques plus ou moins de bon goût. J'ai trouvé ça globalement assez lamentable. The Last of Us, c'est la fin du monde ou c'est un putain de concours de beauté? Il faudrait savoir au bout d'un moment. Bref, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose que de la gueule des gens? J'arrête ici ce long propos liminaire. C'est parti pour la review de l'épisode 2. On choisit de nous en montrer plus sur les prémices de cet effondrement mondial. À partir de maintenant, je précise que j'arrête de comparer avec les cinématiques du jeu, donc je sais pas si cette scène reprend un passage du titre éponyme sur PlayStation 3 à l'époque quand c'est sorti, même si j'en doute un petit peu. La chute progressive, quoique rapide, de l'humanité, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus, même si on choisit souvent de nous montrer le post-apo plutôt que l'apocalypse elle-même, peut-être parce que ça coûte plus cher à tourner. Alors c'est une séquence qui est un petit peu plus longue que dans l'épisode pilote où on avait voilà, un extrait d'émission de télé, mais ça durait pas 5 minutes non plus. J'aime beaucoup la colorimétrie de ce plan, hein, tout dans les tons jaune-orangé, d'ailleurs plutôt jaune qu'orangé, même si après en termes d'étalonnage on retrouve un peu des tons orangés dans le reste de l'épisode, et malgré des mesures drastiques ici, le bombardement du foyer d'infection, d'ailleurs ouais, elle est un peu radicale la professeure de mycologie, le cordyceps n'a pas pu être endigué, en tout cas voilà, inégalement dans certaines villes qui aux États-Unis aussi, on le verra plus tard, ont été bombardées quand on regardera un cratère justement qui a été causé par ces bombardements. Retour dans le futur du passé antérieur, Tess et Joel ont du mal à croire qu'Ellie, pourtant infectée, ne se change pas en mycose sur pattes. C'est bien sûr la raison de son importance et la réponse à sa question. Alors la constante de cet épisode, c'est que c'est vraiment très beau, hein. D'ailleurs j'ai vu que je sors la review un petit peu en retard, certains commentateurs qui étaient un peu frileux sur le premier épisode là sont un peu plus convaincus globalement sur le second. Et dans ces ruines, la distinction entre intérieur et extérieur, c'est ça qui est intéressant, devient floue. La nature et la lumière du jour, qui tombe ici en rideau, se frayent un chemin dans ce qui semble être un ancien atelier, peut-être de peinture. On voit qu'Ellie se tient seule dans la lumière, comme si c'était nécessairement d'elle que viendrait l'espoir, alors que Tess comme Joel se maintiennent à la lisière, mais toujours dans l'obscurité. Surtout pour Joel d'ailleurs, hein, peut-être parce que justement c'est le symbolisme des choses qu'ils ont déjà été prêts à faire, et avant de rencontrer Ellie, hein, après avoir perdu sa fille avant de rencontrer Ellie, il était devenu plutôt individualiste, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre du personnage par les fans du jeu. Alors mes excuses pour la résolution, hein, pourtant je suis sur le site d'Amazon Prime, littéralement, regardez, no fake, hein, mais malheureusement, ouais, on a l'impression qu'on est en 240p, c'est indépendant de ma volonté, où on voit davantage la ville, du coup c'est dommage, la ville qu'on apercevait dans l'épisode 1 et de nuit, là de jour ça ressort un petit peu plus. Je me demande dans
quelle proportion il s'agit de map painting peut-être pour le fond, de SFX pour le pont, enfin de SFX pour le dessous et de vrais décors peut-être pour le pont, mais c'est visuellement très ambitieux et je trouve que ça fonctionne bien. Ici on a droit à un joli amoncellement d'infectés. Alors ce qui est sympa, et d'ailleurs ils le font remarquer, c'est qu'ils semblent agir de concert comme guidés par un esprit collectif, un esprit de ruche, hive mind, je sais pas si on peut le traduire littéralement en français. Le petit groupe du coup est contraint de prolonger le détour, puisqu'ils disaient on y va par le raccourci ou le détour, bah on va faire un redétour du détour en passant par un musée où vous imaginez il leur arrivera des petites aventures. Mais vous le savez, vous avez déjà vu l'épisode. À l'intérieur du musée, justement, ils doivent faire face à des infectés à un stade avancé des claqueurs. Je crois que c'est le stade 3. Il y a les coureurs, les stalkers, les claqueurs. Alors, les claqueurs, comme vous pouvez le constater, ils sont aveugles, étant donné que le champignon a recouvert la partie supérieure de leur visage. Ils réagissent cependant au moindre bruit et ont du coup une audition un petit peu plus avancée. Alors, le problème, c'est que, alors, déjà, non seulement il faut leur tirer un certain nombre de bastos pour pouvoir en venir à bout, on l'a vu, ça coûte cher en munitions. Mais en plus, si vous tirez sur le visage, ils sont protégés par... ça leur fait une sorte d'armure de casque. Du coup, les champignons qui se durcissent. Et vous pouvez faire sauter un bout de cette armure. Mais du coup, non seulement ils sont très sensibles à l'audition. Et là, momentanément, jusqu'à ce que le champignon repousse, s'il triomphe de vous, eh ben, il recouvre justement la vue si vous faites sauter ce qui les aveugle. Leurs hurlements, leur design, les claquements qu'ils font sont du plus bel effet. Au casque, comme là j'ai, c'est un régal. La sortie du musée se fait par l'étoile, l'occasion pour Ellie de montrer qu'elle a de la ressource et du courage, mais comment pourrait-on survivre autrement dans ce monde désolé, surtout qu'elle est née dedans, elle n'a même pas connu le monde d'avant, donc finalement elle a toujours dû survivre comme ça, même si bah voilà, si vous êtes même c'est un petit peu développé aussi d'ailleurs dans The Walking Dead, même si bah, j'espère que ça finira pas en mode The Walking Dead, je pense pas, étant donné que de toute façon ils ont un scénario qui est déjà tracé, ils vont pas normalement inventer un milliard de trucs, même s'ils peuvent s'autoriser quelques libertés d'adaptation. Le monde désolé du coup qu'on voit en arrière-plan, mais dans The Walking Dead ça c'est un peu intéressant, c'est en fait ceux qui sont nés à Alexandria, pour ceux qui ont vu la série, et qui n'ont jamais trop connu l'extérieur, ils sont pas préparés à affronter des zombies. Donc quelque part on peut naître dans ce monde et ne pas y être préparé, paradoxe quand tu nous tiens. Encore que, aujourd'hui il y a plein de mondes qui ne sont pas adaptés au monde qu'on vit. Il est de plus en plus dur aussi, il n'y a pas de zombies mais il y a des macronistes quand même. Leur objectif est enfin en vue, ça aura pas pris tout l'épisode, ceci dit, le Capitole de Boston, avec son dôme doré caractéristique, je crois que dans l'histoire de ce Capitole, il a été doré, puis après on a repassé sur des teintes normales avant de le remettre en doré, donc son dôme doré qui n'est pas encore entièrement recouvert de mousse, de plantes grimpantes et donc de couleur verte, même si ça commence à s'y mêler. Et la colorimétrie aussi intéressante du coup, c'est qu'on a beaucoup du vert et du doré justement sur ce plan qui vient contraster beaucoup avec ce qui reste de grisaille urbaine. Au Capitole, donc, on découvre que le groupe qui était censé escorter Ellie vers l'ouest, on n'en sait pas plus, ils sont tous décédés. Décidément, c'est pas super efficace les lucioles. On apprend par la même occasion que Tess est infectée et comme vous le voyez, sa blessure, vu sa localisation, lui laisse peu de temps à vivre avant de muter, vu qu'elle a sûrement été blessée dans l'épisode du musée qui lui a été fatal. Bah, vous vous souvenez, hein, si vous avez votre blessure, c'est à la jambe, vous avez peut-être 1 ou 2 jours. Si c'est au bras, bah, vous avez moins d'une journée. Si c'est proche du visage, là, vous êtes foutu à très court terme. Comprenant qu'il n'y a plus rien à faire pour Tess, et puis bah, elle y incite aussi, Joel la laisse retenir les infectés alertés et emmène Ellie avec lui, sans véritables adieux du coup. Alors il me semble que dans le jeu justement en fait elle allait encore plus loin, elle disait vas-y rends pas ça encore plus difficile Joël, casse-toi. Là c'est pas le cas, du coup ça fait un petit peu ouais froid finalement comme absence d'au revoir. Alors le plan de Tess c'est de finir en beauté, de tout cramer, la meute qui notamment a été alertée par... un réseau, alors le réseau mycélien on va dire, justement puisque bah, y a des théories là-dessus, hein, comme quoi justement un écosystème en fait, même alors ça marche pour des végétaux, les champignons c'est pas considéré comme un végétal, c'est peut-être plus proche de l'animal, mais par contre ils prennent racine aussi dans le sol et ce réseau a alerté le reste de la meute, donc elle veut cramer tout le monde, mais son briquet est récalcitrant à moins que c'est elle qui ne soit déjà plus tout à fait maîtresse de ses actes. Alors ce que j'ai trouvé ouf, parce qu'elle essaye de le retenir, c'est que la conscience collective des infectés est telle qu'ils se préoccupent même pas de Tess, ils passent tous devant elle, et en plus il y en a plein, c'est simplement des coureurs de base, hein. Donc ils ont encore des yeux pour voir, les coureurs, les stalkers, il n'y a que les claqueurs qui deviennent aveugles, donc là ils la voient, ils choisissent de ne pas s'en préoccuper, comme s'ils savaient qu'elle était déjà infectée, et qu'il n'y avait plus lieu d'y déposer des spores, sauf que
constatant, sûrement prenant conscience du fait qu'elle essaye de leur nuire globalement, bah, plutôt que de l'attaquer violemment, l'un des infectés s'approche doucement de Tess, elle lui laisse complètement le temps, et commence à l'embrasser tendrement. C'est peut-être le moment le plus choquant de cet épisode, avec en plus tous les capillaires, je sais pas comment ça s'appelle, le réseau mycélien du champignon qui sort de sa bouche. Alors sûrement pour l'empêcher de foutre le feu, genre elle a encore un peu le contrôle d'elle-même, il faut remettre une petite dose de sport là, parce que là à très court terme elle a encore le contrôle, et à très court terme elle peut foutre le bordel, mais dans un dernier élan de volonté, Tess met cependant son plan à exécution et arrive à tout cramer. Et donc voilà. C'est rigolo parce que elle n'a pas eu de baiser d'adieu du coup de Joël, qui avait peut-être peur d'être infecté justement aussi. À un moment, quand elle lui montre sa blessure, il a un mouvement de recul, mais du coup le baiser d'infecté, en fait, qui lui sert lieu de baiser d'adieu, non à Joël, mais à la vie d'une manière générale. Et même cette alternative de vie après la mort que propose le champignon, ce qui est assez peu enviable, d'autant que dans les premiers stades d'infection, ils sont encore conscients, mais ils n'ont plus le contrôle, mais ils sont conscients, donc ça doit être d'autant plus horrible. On entend les cris des coureurs, les lamentations quand ils sont pas en chasse, ils ont l'air de souffrir de la progression de l'infection en eux. L'épisode s'achève sur un Capitole en flammes où flotte encore le drapeau des États-Unis. On voit qu'Ellie arbore sur son visage une expression partagée entre tristesse et résignation, et je pense que c'est l'heure d'une conclusion. Conclusion, encore un bon épisode au rythme progressif mais maîtrisé. Le trio laisse place au duo que tout le monde connaît, hein, Joël et Ellie, même si ça n'est pas encore l'amour fou entre eux, hein, comme en attestent les nombreuses répliques agacées qu'ils échangent tout au long de cet épisode, parfois assez drôle d'ailleurs. C'est aussi très beau, hein, je l'ai déjà dit, la composition des cadres, l'étalonnage, les décors, tout ça fonctionne à merveille. Enfin, l'interprétation est à la hauteur du reste, avec une Bella Ramsey qui montre ce qu'elle a dans le ventre niveau acting et fera peut-être taire certaines critiques, qui sait. C'est aussi une fin de casting pour Anna Torv, révélée au grand public dans Fringe, souvenez-vous, qui campait ici une Tess dure, déterminée, mais peut-être finalement plus humaine que Joël, en tout cas pour le moment. Bref, difficile d'être déçu. Vivement la semaine prochaine. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci de me le dire dans les commentaires. En plus, l'épisode 2, ça fait toujours moins de vues que l'épisode 1, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, clocher, faire les trucs de fin de vidéo et vous abonner à mes autres chaînes. Daimon Radio Libre pour plus de radio libre. On est aussi sur Twitch. La chaîne Gaming pour du gaming, même si on n'a pas encore fait The Last of Us, mais je me laisserai peut-être tenter par le remaster. Ciao ciao, ça fait 12 minutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie et on se retrouve très bientôt. Normalement, la prochaine, ça devrait être une vidéo avec un vrai montage, avec le label chronique sur l'autre côté. Du coup, Satine, elle attaque des gilets jaunes, espèce de macroniste. Enfin bref, merci d'avoir regardé cet épisode et du coup voilà, la prochaine vidéo avec du montage, avec une vraie écriture sur la série Mercredi après tout le monde, mais j'espère mieux que tout le monde. Ciao ciao.